trajectoire face au dérèglement climatique porte désormais un nom, l'éco-anxiété. C'est vrai que ce terme est beaucoup plus utilisé au Québec qu'en France. On parle plus d'angoisse en France. Alors, il commence à être étudié par les spécialistes des troubles mentaux. L'éco-anxiété, c'est l'anxiété liée à la constatation de la multiplication des catastrophes écologiques, cause de l'angoisse qu'est la dégradation constante de notre planète et du décalage total de nos sociétés avec ce qui doit être fait. Nous nous sommes comportés avec la planète comme des enfants ingrats, pressés de s'affranchir d'une terre-mère dont nous sommes dépendants et nous en payons le tribut. Et les psychologues doivent y adapter leur discours, car il y a urgence et hausse de consultation. Alors, pas vraiment en France encore, mais il semblerait qu'au Québec, oui. La réponse est à chercher dans nos barrières psychologiques. Ignorance, humour, évitement, hein, vous en avez un peu parlé ce matin. Le cerveau humain est champion en différentes techniques pour éviter de faire face à la catastrophe prédite par les experts, relayée par les médias. Dans le cadre de ma pratique de psychologue, je suis amenée à rencontrer des patients qui sont plus angoissés. Personnellement, j'en ai rencontré surtout un, mais même si les gens sont bien au courant de l'effondrement, ne viennent pas consulter pour cette raison-là. Voilà. Autrement, ce travail, mon rôle est, comme d'autres pathologies, d'écouter, d'analyser et peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres angoisses sous-jacentes. Ce travail d'élaboration et de compréhension peut aider ces patients à ne plus se laisser déborder par leur angoisse, mais au contraire à la sublimer en engageant des actions concrètes pour prendre soin de notre planète qui, tout comme notre mère, nous a vu naître et aider à grandir. Donc transformer une souffrance morale en action est probablement le meilleur remède à l'éco-anxiété. Pour alerter la population, que font les médias? Ils insistent sur l'imminence d'une catastrophe à venir. L'idée est simple, pour intéresser les gens, il faut leur faire peur. Le public finit par s'habituer aux horreurs qu'il entend sur l'imminence d'une catastrophe à venir. L'idée est simple, Et ces barrières sont pour éviter de voir la réalité en face. C'est ce que l'on pourrait appeler la lassitude de l'apocalypse. Il y a bien un sentiment d'anxiété qui traverse notre société. Au contraire de la peur, celui-ci est provoqué par l'impression qu'il existe un ennemi invisible, non identifié, contre lequel il est difficile d'agir. Dans le cas du changement climatique, le problème est particulièrement complexe car l'ennemi est à la fois partout et nulle part. Si un terme a été inventé pour nommer cette pathologie, c'est qu'elle est bien réelle. La Terre évolue et pas vraiment positivement. Il est donc encore possible de changer les choses en œuvrant à notre échelle et en continuant à descendre dans la rue pour demander des comptes au gouvernement, quel qu'il soit. Alors, dans ce cas, comment alerter sur le changement climatique? L'objectif de la collapsologie n'est pas ça, mais de prendre conscience d'une fin inéluctable en tant que civilisation, à laquelle il y a deux solutions. La fuite, mais où? Ou le combat, mais vain. Voici la comparaison de cette prise de conscience au déni que l'on peut ressentir pendant un deuil. Le refus, l'évitement, la déprime. Voici la courbe du deuil qui a été inventée par Pablo Servigne. C'est lui qui l'a décidé. Oui, celui-là. Donc là, j'en mettrai deux, j'en accrocherai deux sur un des tableaux où vous pourrez le regarder de plus près parce qu'il y a plein de petites anecdotes. Mais là, je voudrais la suivante. Donc, en fait, la courbe du deuil ou du changement est issue des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une psychiatre et psychologue suisse qui a été classée en 1999 par le Time Magazine parmi les 100 plus importants penseurs du XXe siècle. Selon les personnes et le contexte, ces étapes sont vécues de manière plus ou moins longue et avec une intensité variable. Donc, on distingue deux phases
deux grandes phases du deuil. D'abord, une phase descendante, qui s'accompagne d'une attitude négative et contre-productive, tournée vers le passé et le refus. D'abord, il y a le choc de la perte. Celui-ci entraîne une phase de sidération et de déstabilisation intense. Si le moment de la perte n'est pas perçu, le travail de deuil ne peut pas s'engager, laissant place à une étape d'attente, souvent stressante et douloureuse. Le déni, qui est le refus, la négation, ça ne peut pas m'arriver à moi, non, c'est impossible, vous vous trompez. La colère, la rage, le dégoût, la rancœur, le sentiment d'injustice, l'accusation, le transfert de la responsabilité sur autrui. On est vraiment en furie. La peur pour soi ou peur pour les autres. Le monde apparaît comme une source de danger insurmontable. Ici apparaît le problème de nature concrète, matériel, mobilité, argent, voire même de négociation et de marchandage. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment vais-je faire face? La tristesse, étape décisive et difficile pour affronter la réalité, car on prend conscience que ce qui a été fait et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est souvent là que l'on ne dit plus grand-chose et que les larmes sortent comme une libération. Ensuite vient la phase ascendante, où l'attitude est productive et tournée vers le futur, donc vers le positif. Donc là, il y a l'acceptation. Dans cette démarche d'acceptation, la personne qui vit le deuil passe au premier plan et n'est plus l'objet du deuil. Le pardon, pardon à soi-même, renoncer à l'illusion de toute puissance, ne plus se laisser envahir par la culpabilité. Puis vient le pardon aux auteurs de la perte. Et là, ça va vers une quête du sens et du renouveau. Après, il y a la révélation du cadeau caché. Grâce à ça, j'ai pu faire ça. Il s'agit de reconnaître et d'accepter que le deuil a permis de faire des choses non envisageables dans l'ancienne situation. Ensuite vient la sérénité. Là, c'est le pied, on n'en est pas là. Hein. La personne a fait la paix avec ce moment de vie sans excès d'émotion. Elle vit dans le présent. Et ce qui lui arrive dans son quotidien a plus de valeur que le passé. Si un nouveau projet se dessine, la personne est capable d'y adhérer et même d'en être moteur. Une troisième solution existe avec une préparation pour toute personne avertie. La flexibilité psychologique et la coopération. Comment? Par l'empathie ou par le réapprentissage de la coopération. Chaque individu, chaque groupe, chaque ville, chaque organisation sera plus à même d'être résiliente et capable d'amortir au mieux les effets d'un effondrement prochain. Croire que l'État va y répondre est illusoire. Donc en conclusion, on n'est plus passif mais actif. On peut donc adopter de meilleurs comportements possibles malgré les événements. Avoir une meilleure prise de perspective, donc une plus grande coopération, donc plus de chances de survie. Comment? Par l'acquisition individuelle, tout en s'organisant en famille, avec une vision très large de la famille, peut-être en éco-quartier, en éco-village, ou même d'une ville ou de plusieurs villages comme un canton. Bon, la prise de conscience est douloureuse, nous le rappelle Pablo Servigne et rappelle Stevens. Et a-t-on le droit de provoquer de tels états émotionnels chez les gens? Non, car cela provoque une profonde peine, une colère, une tristesse. Mais on a envie d'y croire. Oui, mais comment? En changeant les liens avec les autres, en mangeant moins, ou en mangeant moins de viande, ou en devenant végétarien. En achetant plus de neuf, plus rien de neuf, ou quasiment plus rien. En cultivant un potager, en récoltant une eau de pluie, etc., etc. Quels sont les blocages psychologiques? Ceux qui nous empêchent de regarder la réalité en face et de l'accepter. Car tout cela contredit notre représentation du monde. Nous préférons déformer les faits pour les faire entrer dans nos mythes vers la compétition.
le progrès, la croissance infinie, plutôt que de les changer. Comme le font les climato-sceptiques, les lobbies qui sèment le doute en interdisant les arguments scientifiques. Notre cerveau n'est pas adapté à faire face à un problème gigantesque posé sur le long terme. Ce n'est qu'en ayant dépassé le seuil en matière de réchauffement, de pollution, de chute de la biodiversité que l'on s'aperçoit qu'on l'a franchi. Donc, quels sont les freins à l'adoption de comportements plus résilients? Quels sont ceux qui nous empêchent d'agir? Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à changer nos comportements? Caroline Fourest, qui est journaliste et chroniqueuse française, répond que nous avons une connaissance limitée des problèmes, des visions idéologiques du monde qui nous empêchent d'avoir des attitudes ou des comportements pro-environnementaux, le discrédit des experts et des autorités, un verrouillage d'émergence alternative, car nous préférons investir dans le connu que dans un système inconnu. Au lieu de se lamenter sur les résistances au changement et de vouloir les vaincre à tout prix, ces résistances de stratégie d'évitement de la psyché humaine sont immenses. Elles vont du déni pur à la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est une tension qu'une personne ressent lorsqu'un comportement entre en contradiction avec ses idées ou ses croyances, et parfois en passant par la mauvaise foi ou la simple inaction. Pourquoi? Parce que la prise de conscience passe par des stades de compréhension intellectuelle. La colère, la peur, la tristesse, le désespoir, la honte, la culpabilité, le sentiment d'injustice ou l'impuissance. Pourtant, on a des milliers de sentiments, mais on n'a que 6 émotions. La joie, non. La peur, la surprise, la tristesse, la colère et le dégoût. On ne peut pas travailler sur un sentiment, on ne peut travailler que sur les émotions qui le composent. Prenons un exemple. Nous sommes en train de marcher dans la rue et tout à coup, nous entendons un cri. Ce que nous ressentons alors est une réaction physique. Les émotions appartiennent au corps et provoquent une série d'altérations chimiques et organiques déterminées. Les sentiments arrivent après les émotions et ont une relation plus profonde avec les pensées. L'optimisme acharné est un frein à l'action, tout comme le pessimisme résigné, qui immobilise toute tentative contre des puissances jugées omnipotentes. Donc vous voyez le dessin. Au lieu de te demander pourquoi il t'arrive toujours les mêmes choses, demande-toi pourquoi tu choisis toujours les mêmes chemins. Tu fais une belle faute, la chose. La systémie. Donc, quels sont les différents systèmes? Là, vous voyez une super famille. La systémie est composée de différents systèmes, familial, professionnel, social, politique, qui nous apprennent à communiquer, à interagir entre les individus, mais quelle finalité a ce système? Quels sont les niveaux d'organisation? Quel état stable possible? Quels échanges possibles entre les parties et nous? Quels facteurs d'équilibre ou de déséquilibre? Mais cette démarche est constructiviste. Pas la peine de s'attarder à analyser en profondeur les causes des problèmes. Mais construisons l'avenir en transformant les contraintes en données à traiter. L'effondrement qui vient pourrait advenir entre 2020 et 2030. C'est un déclin brutal et global de notre civilisation thermo-industrielle. Il faut accepter le chagrin causé par la fin de ce à quoi nous tenons. Il y a plusieurs manières de réagir à cette situation désagréable. De la croyance en un effondrement possible, ou car il est le miroir de ce que l'on a en nous, de nos propres ombres, de ce que l'on ne veut pas voir en nous. Pour cela, on peut s'engager dans 2 voies, une extérieure, une intérieure. L'extérieur, c'est comme à travers la politique, les villes en transition, la mise en place de communautés résilientes. Dans la voie intérieure, qui n'est en aucun cas une adhésion à une quelconque religion, mais dans une voie plus spirituelle,
qui peut fournir des grandes ressources pour traverser les tempêtes. Cela permet de créer du sens et du lien, qui sont des facteurs majeurs de résilience. Cette voie correspond à des chemins qui remettent radicalement en question les manières qu'ont eu certains ancêtres d'habiter le monde. On peut se reconnecter à son intériorité, créer du lien avec les humains et les non-humains. Peut-être que vous le connaissez, il existe un programme de Johanna Massy, qui est une éco-psychologue, qui propose des ateliers de travail qui relient et des cours accélérés pour expérimenter la confiance mutuelle, développer nos capacités d'empathie, apprendre ce qu'est un véritable soutien, développer des racines pour notre résilience intérieure et le plaisir d'être ensemble et sur la terre, etc., etc. Pour cela, il faut se reconnecter au vivant. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un éco-psychologue. Il a un lien direct ontologique entre la terre et la psyché humaine. L'éco-psychologie est l'étude de la dimension psychologique de la crise écologique, des processus qui nous lient ou nous séparent du monde non humain. Pour se reconnecter au vivant, il y a 3 aspects. Gérer les émotions, ne pas les mettre sous le tapis, mais les accueillir. Développer un nouvel imaginaire. Créer un autre rapport avec le monde humain. Une fois cette prise de conscience faite, il va falloir apprendre à faire face à soi. Comment vivre avec l'effondrement? Comment ne pas sombrer dans un puits d'angoisse infinie? Comment ne pas considérer chaque chose de la vie comme vaine et futile? Comment ne pas se rendre fou ou devenir fou? Pour cela, il va falloir travailler la résilience, terme largement médiatisé par Boris Cyrulnik, psychiatre et éthologue français. C'est la capacité qu'ont certains enfants à triompher des différents traumatismes qu'ils ont subis. Un deuil précoce, un abandon, de la maltraitance, des violences, la guerre. Ce terme est aussi physique car il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Pour Boris Cyrulnik, c'est un message d'espoir. Le malheur n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir. Ces blessés de l'âme ont transformé leur souffrance en une rage de vivre. Être résilient, ce n'est pas être vulnérable, mais apprendre à résister au traumatisme, en faisant appel à la confiance enfouie en chacun de nous et qui tarde parfois à s'exprimer. Imaginez le monde d'après, tout en vivant avec force dans le présent. Aller vers l'autre, commencer à vivre autrement, retrouver des réflexes d'entraide et de coopération. Mathieu Ricard dit « Notre seule arme, c'est la coopération. Nous avons la bonté humaine en nous. L'empathie ne suffit pas, car on ne fait que raisonner. Il faut se changer soi-même pour changer les liens qui existent entre chacun de nous. Comment ? En nourrissant notre paysage mental de cet altruisme, en faisant évoluer les cultures, en mettant en place de l'éducation coopérative, de l'économie positive, de l'harmonie durable et non pas un développement impossible qui consiste à remédier et à sortir de la pauvreté en cessant cette consommation absurde qui est la cause du réchauffement climatique. Il faut trouver ce contentement en nous-mêmes et ne pas le chercher vainement, uniquement dans les conditions extérieures. Vivre ensemble et arrêter de voir ses intérêts perso pour la création d'un monde meilleur. Si j'ai trop dépassé, je peux arrêter là. Non. Alors, pour cela, il faut se tourner vers la transition, qui est un mouvement de citoyens qui se rassemblent pour réimaginer et reconstruire le monde en veillant à créer un mode de vie sain. Vous savez certainement tous, ce mouvement est né en Grande-Bretagne en 2006 par l'enseignant en permaculture Rob Hopkins. Il y a aujourd'hui plus de 2000 initiatives de transition dans le monde, en 50 pays, dont 150 en France, 5 au Québec, dont 2 à Montréal, réunis dans le réseau international de la transition. Je vous ai mis le lien, si ça vous intéresse. Tout cela nous aide à retrouver des perspectives par la déconnexion de soi, aux autres et à la nature. Être à la hauteur de la bonté et de la beauté de l'humain et du monde.
cultiver l'émerveillement, le lien, la vie, la joie. Il faudra se tourner vers l'entraide. Depuis toujours, elle fait partie de l'évolution. C'est un principe de base du vivant. L'altruisme, l'entraide, le mutualisme, la coopération sont autant de manières de s'associer. Cela concerne toutes les espèces et tous les individus depuis toujours. Pablo Servigne, encore lui, explique la différence entre le féminin et le masculin. Donc l'archétype masculin, donc voilà, vous le lisez, et le féminin. Mais est-ce que le féminin est l'apanage des femmes et le masculin celui des hommes? Il nous faut retrouver en nous cette idée d'équilibre et d'entraide avant même de dire quoi faire. Faire le deuil de l'avenir imaginé pour construire collectivement un nouvel avenir. Pablo et Raphaël Stevens insistent sur la nécessité de faire le deuil d'une certaine vision de l'avenir. Pour y parvenir, c'est important de discuter de psychologie, d'éthique, de philosophie, de politique, pour mieux appréhender les conséquences de ce constat. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce lieu? C'est chez vous. Qui se lance? Oui, bravo. Ce n'est pas foutu et à nous de tout changer. Comment l'anticiper et nous y préparer? Par des nouveaux réseaux de solidarité. L'individualisme ne fonctionne que dans les périodes de grande richesse. C'est après-guerre que l'on a créé une culture de l'abondance, de la compétition, de l'égoïsme. Mais entrer dans une période de pénurie avec une culture de l'égoïsme va donner des catastrophes sociales terribles. Arthur Keller, qui est membre d'Adrastia, qui est une association, a pour objectif d'anticiper et de préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne. L'Égypte des pharaons, l'Empire romain, les Khmers de la cité d'Angkor, alors qu'elles se pensaient éternelles, certaines des plus grandes civilisations ont disparu. Non pas parce qu'elles avaient perdu leur dernière guerre, mais simplement parce que leur économie avait dépassé les capacités de leur environnement à en supporter les exigences, ou oui, parce que cet environnement avait changé trop brutalement. Nous sommes actuellement confrontés aux limites de notre adaptabilité. Nous participons à la surexploitation de nos ressources. Aucune n'est épargnée par les effets du réchauffement climatique. Le déclin qui semble déjà engagé aujourd'hui pour certains pourra alors devenir global. Il nous dit « L'effondrement est une opportunité plus qu'une malédiction. » Cette perspective effraie au départ, c'est normal. Pour autant, tant que le processus d'effondrement ne s'accélère pas, nous avons le choix, celui incroyable, de co-construire un nouveau monde, rien de moins. Vous avez parlé de communication engageante. Enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez fort, c'est pas assez rapide, qu'on perd du temps en fait. Quand on parle de communication persuasive, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'action que de communication engageante, où là on traîne en longueur et qu'on est dans un terrain de combat et c'est ce sentiment d'urgence, je le sens pas, j'arrive pas à l'associer avec la communication engageante. Effectivement, après ça peut effectivement être un point de vue. Après, la communication persuasive, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas l'impression que ça ait eu des effets extrêmement impressionnants, mais c'est un point de vue, hein, c'est un point de vue personnel. Ce qu'il y a dans la communication engageante, et encore une fois, je le dis, c'est pas loin d'être une solution miracle, il ne faudra pas juste faire ça, sinon on va pas y arriver. Mais l'avantage, c'est que ça met les gens en action. Alors la communication persuasive, c'est je donne une information, je vous laisse tout seul avec, puis vous vous débrouillez. Alors comment les gens se débrouillent? Il y en a qui se débrouillent très bien, il y en a qui, comme disait Françoise, il y en a qui émotionnellement trouvent ça un peu difficile à prendre et puis ils vont rester là, et puis il y en a qui s'en foutent.
Donc il y a quelque chose qui ne suffit pas, alors que quand on rentre en communication réelle avec un être humain et puis qu'on lui dit qu'est-ce que toi tu pourrais faire, il y a quelque chose qui est plus, le terme pour ça, est plus engageant. Ça ne veut pas dire que ça va être miraculeux, définitivement pas. Après, sur la question de la lenteur, oui, c'est lent, mais ça sera jamais aussi lent que ce qu'on vient de faire, parce que là, on a battu le record de lenteur. Les sciences sociales et la psychologie ont été largement pillées par la publicité. Je me demande si on ne devrait pas, comme militants, faire la même chose, puis aller chercher les bonnes pratiques dans la publicité. Il y a toutes sortes de techniques, plus ou moins de communication engageante, qui sont à l'intérieur de ça, et qui se sont avérées fonctionnelles. Puis il y a énormément de cas documentés, puis il y a une recherche très bien financée qui déjà nous montre des pistes. Par exemple, je pense à des campagnes qui là sont d'intérêt public, qu'on a eu au Québec, pour s'attacher, mettre une ceinture en voiture, arrêter de fumer, avoir certains comportements de changement de mode de vie. C'est des campagnes qui ont pas mal fonctionné. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, si vous avez une opinion, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été utilisé dans ces campagnes choc-là, qui ont pris des décennies à se mettre en place quand même, il faut le réaliser. Mais dans ces campagnes-là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, à votre avis? C'est un peu difficile de répondre comme ça, mais rapidement, il y a juste... c'est compliqué en fait de savoir qu'est-ce qui a vraiment marché dans ces campagnes, parce qu'il y a eu... C'est des campagnes qui ont en effet vraiment chapeau, c'est-à-dire qu'il y a le message et il y a l'action. Je prends par exemple le tabac ou la vitesse sur la route, il y a le fait de communiquer un message et le fait réellement dans l'environnement de changer les choses, soit hausser le prix des cigarettes, les rendre plus difficiles d'accès, ou sur la route mettre des radars. Donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que ce sont les gestes qui modifient l'environnement ou est-ce que ce sont les messages? Ça, personnellement, j'en sais rien. Mais effectivement, on peut continuer à faire des choses comme ça. Par rapport à ce que tu disais au tout départ, dire les publicitaires ont pillé les sciences sociales, la psychologie, oui, et on peut le récupérer. C'est à nous, ça nous appartient, c'est à nous tous, et c'est ça la communication engageante, ces gens qui ont travaillé là-dessus. Quand je vous parlais des facteurs d'engagement, c'est ça en fait. Ça a été complètement pillé par le marketing, les facteurs d'engagement. C'est tout ce qui dit que par exemple un individu va être plus engagé si vous lui laissez la liberté de choisir, si vous l'avez déjà préparé dans des actes préparatoires, le pied dans la porte. Ça vient de la psychosociologie, ça vient pas du commerce. Hein. Donc, et ça, on peut le réutiliser pour des actions à impact social et environnemental positif. Oui, on peut le faire, il faut le faire en fait, il faut se réapproprier ça. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que moi je suis quand même toujours très mal à l'aise avec les messages de peur. C'est-à-dire qu'un peu sur la même lignée que François, je suis un peu mal à l'aise à faire peur aux gens parce que je ne suis pas avec eux après pour être sûr qu'ils vont bien et qu'ils vont vivre avec ça correctement. Donc après, ça c'est de l'éthique et il y aura un grand débat à avoir sur cette question de la peur. Il y avait une question ici. Quel trait psychologique avons-nous ici en commun versus des climato-sceptiques ou autres? Est-ce qu'on arrive à se dire qu'on n'est pas représentatif de la population ou finalement on l'est et que c'est un hasard? Et voilà, je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose qui distingue les gens qui sont éveillés des autres. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ah oui, je vais répéter la question. Donc, il demandait est-ce qu'on a des traits distinctifs qui font qu'on est ce groupe-là conscientisé, on est différent du reste de la population ou pas? Alors là, je pourrais, je sais pas, peut-être faire un doctorat là-dessus. Je sais pas. Non, je sais pas. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que même avec les climato-sceptiques, on partage beaucoup de choses. Et on n'a pas l'impression, mais on a les mêmes biais cognitifs, on a les mêmes choses. Après, ça dépend des sujets, c'est-à-dire qu'on est toujours le climato-sceptique de quelqu'un, un peu, quoi, dans d'autres sujets. C'est-à-dire que nous, on est conscientisés sur cet aspect-là, environnemental et tout ça. On est peut-être complètement nuls, justement, en santé ou en alimentation, alors que d'autres gens, c'est ça leur truc. Ils veulent absolument nous faire passer des messages là-dessus. Ils nous trouvent hyper, c'est pas informés. Donc, difficile de répondre. Je pense pas qu'en termes... ça c'est plus Françoise qui saurait, mais psychologiquement je sais pas, sociologiquement pas vraiment, je pense pas qu'il y ait vraiment de statistiques qui montreraient qu'on soit différent. Moi je pense que c'est une question de courbe là, du deuil, donc on est là-haut quoi. Enfin pardon, on est en bas et on est en train de remonter.
Voilà, j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui, dire ça fait 4 mois, d'autres ça fait 1 mois, ça fait 1 an, ça fait pas si longtemps que ça. Donc c'est juste une prise de conscience et à un moment où voilà, on y va, on va s'informer et on essaye de faire changer les choses. Oui. Au sujet de la peur et de l'utilisation de la peur, j'aborde dans votre sens pour une autre raison, c'est qu'en fait, on nous tient déjà dans les médias par la peur et on est en train d'essayer d'utiliser la peur aussi pour faire bouger les gens au niveau du climat, de l'environnement, qui en passant sont des symptômes et non pas la cause. Je répète, ce n'est pas la cause, on n'est pas arrivé au cœur du problème, mais on fait peur aux gens avec ça. Et qu'est-ce que ça fait la peur? Vous l'avez dit dans votre présentation, ça amène l'inaction. On gèle devant la peur. Pas pour tout le monde, mais ça dépend à quel niveau et dans quel domaine, mais c'est un truc qui est utilisé partout, que ce soit pour aller vous faire vacciner, on vous fait peur que ils vont vous pousser à l'action de certaines façons, mais pas nécessairement où vous avez choisi. Mais j'aimerais revenir sur un autre truc où vous parlez à la toute fin sur il faut s'adapter, s'habituer à l'incertitude et que dans le passé, il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, c'est qu'on a déplacé les incertitudes, selon moi. Parce qu'il y avait des incertitudes, on ne savait pas quelle météo il allait faire, est-ce que ça allait nous tomber sur la tête quand on était à 3 km de chez soi et qu'on n'avait pas amené de parapluie parce que de toute façon, il n'y en avait pas. Mais je pense que c'était moins grave que de faire croire aux gens qu'on peut vivre éternellement et puis que tout le monde devrait survivre et puis que tout le monde, en tout cas, les incertitudes et puis les vulnérabilités ont beaucoup changé de place. Puis on nous maintient dans cette espèce de paradis artificiel en essayant de faire croire qu'on est là-dedans et que ça va rester comme ça. Et voilà. Elle demandait, en fait, dans le cadre professionnel, elle prenait l'exemple, mettons, je travaille à la ville de Montréal et puis je suis face à des gens qui sont soit climato-sceptiques, soit pas sensibilisés et il faut que j'essaie de faire passer mon message. Et donc elle disait qu'elle se rendait compte qu'en fait, elle était souvent en train d'essayer de les persuader. Et donc elle demandait quelles sont les autres possibilités pour être plus efficace. C'est ça, tu viens... c'est difficile de répondre comme ça. Effectivement, tu pourras aller voir ce qui se fait. Encore une fois, c'est pas un dogme, la communication engageante, il y a plein d'autres choses à faire, mais tu peux aller voir, c'est déjà un bon moyen. L'idée, c'est de rentrer en dialogue avec les gens, en fait. Communiquer, c'est créer du lien. Clairement, globalement, ce qu'on fait aujourd'hui en communication, c'est pas vraiment créer du lien, c'est créer un fossé entre eux et nous. C'est-à-dire qu'il y a nous qui avons compris et il y a eux qui n'ont pas compris. Donc, c'est déjà d'arrêter de fonctionner comme ça pour essayer plus de créer un lien avec les gens, de communiquer, de faire éventuellement passer un message. Ça j'enlève pas ce côté-là, mais il faut d'abord avoir créé un lien avec la personne, la respecter aussi dans ce qu'elle est, dans ses blocages, et après d'y aller par palier. C'est-à-dire qu'il faut assez rapidement rentrer dans l'action, faire agir les gens, donc leur faire prendre une décision par rapport à un sujet X, et que ça s'accompagne d'une action. Parce que l'être humain fonctionne très mal dans la contrainte, mais très bien dans l'habitude. Donc il faut éviter de créer des contraintes pour les gens et plutôt essayer de leur créer des habitudes. L'inviter à lire des choses, l'inviter tu l'emmènes quelque part, justement dans ce genre de manifestation, voilà, qu'il s'informe par lui-même. Il ne faut jamais forcer quelqu'un à t'écouter, ça ne sert à rien.